comment délivrer vos services lorsque vous êtes une agence IA et comment onboarder, accueillir chacun de vos clients. Finalement, comment on fait pour passer de j'ai développé un workflow sur Make ou sur N8N à j'ai un client qui a enfin son automatisation dans son quotidien. Eh bien le bonjour, moi c'est Simon, j'ai encaissé plus de 27 000 € ces 4 dernières semaines dans le monde de l'IA. Je suis le gérant d'Infinitia, une agence spécialisée dans l'intégration d'IA dans les processus administratifs des courtiers en assurance. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes, une par une, à partir du moment où je rencontre un prospect, jusqu'à ce qu'il devienne client, que le service lui soit délivré et qu'il ait son automatisation IA dans son entreprise. C'est un sujet que personne ne traite sur YouTube. On voit toujours comment créer des workflows sur N8N, comment créer des agents IA, comment générer des images, comment créer un SaaS grâce à l'IA, ou encore comment obtenir des clients. Bref, on voit absolument tout, sauf comment délivrer et onboarder son client avec son agence IA. Alors c'est exactement ce qu'on va voir ici, et ce que je vais vous montrer, c'est ce qui permet de 1. Savoir quoi vendre à son client précisément, 2. Comment on va développer l'automatisation, 3. Comment on va préparer l'espace de paiement, 4. Comment on va tester l'automatisation avec le client, 5. Comment on va l'intégrer chez le client, et bref, comment je gère un projet client de A à Z. Alors, c'est parti. Ok, tout ce que vous voyez du coup à l'écran, c'est le processus complet, le parcours complet lorsqu'on rencontre un prospect jusqu'à ce qu'il devienne client, client livré et client satisfait. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc vous le voyez, la première étape, c'est de mener un audit. Donc vous avez rencontré un prospect qui a accepté de faire un rendez-vous avec vous. Et donc là, le but, c'est de faire un audit, donc de diagnostiquer son entreprise. Donc on l'attire avec un positionnement précis. On va lui expliquer qu'on peut intervenir sur un problème spécifique de son entreprise, mais on doit quand même lui proposer un audit complet pour bien comprendre son entreprise. Et le but ici, c'est de venir intervenir sur 5 grands points. Identifier ses processus actuels, donc comment ils fonctionnent, identifier les outils qu'il utilise, identifier les points de friction finalement, là où ça pourrait être optimisé, là où il perd du temps, et identifier les tâches répétitives. Ensuite, lui expliquer les possibilités d'intégration de l'IA dans le processus qu'on aura identifié, ou les processus d'ailleurs, comprendre exactement les objectifs de son entreprise et lui suggérer différents services IA complètement adaptés à ce qu'on a audité lors du premier rendez-vous. Tout ça va nous permettre d'éditer un cahier des charges complet et détaillé. Donc, grosso modo, un document où tout va être détaillé, comment il fonctionne, quels sont les processus, où on peut intervenir avec l'IA, quels sont ses outils et quels sont ses objectifs. Qu'est-ce qu'il aimerait que l'IA fasse pour lui. Ce cahier des charges, il va nous permettre d'aller sourcer un développeur et c'est le développeur qui va s'en charger. Ou alors on peut le faire nous-mêmes, ça c'est un choix, vous pouvez également le faire vous-même, mais le but c'est que ce soit un développeur qui lui est quali, c'est son métier de faire ça, donc c'est le développeur qui va s'en charger. Ce développeur, avec lui, on va pouvoir, 1. Étudier la faisabilité finalement de ce projet. Est-ce qu'on a accès aux différentes API? Est-ce qu'on a besoin de différents outils en particulier, etc. 2. Ça va nous permettre de comprendre le temps que ça va nous mettre à développer ce qu'on a prévu d'intégrer chez l'entreprise et donc le temps de déploiement également. 3. Ça va nous permettre d'analyser finalement le ROI potentiel, qu'il soit temporel ou financier. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut apporter de manière très factuelle à l'entreprise en termes de gain de temps, en termes de gain d'argent, en termes d'économie d'argent, etc. Et la 4e chose, ça va être donc la mise en place des modalités tarifaires, donc combien le client va payer, comment on va fonctionner d'un point de vue collaboration avec le dev. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va pouvoir préparer donc le rendez-vous numéro 2, qui va être le rendez-vous de vente. Et ici, une fois qu'on a rencontré le client une première fois pour auditer son entreprise, qu'on a parfaitement compris finalement c'était quoi ses besoins, c'était quoi ses processus, et qu'on a donc préparé des potentiels services IA à lui présenter pour qu'on puisse venir les intégrer dans son entreprise, et là on a tout qui est prêt grâce aux développeurs. Ou alors grâce à nous qui se sont formés à un outil IA spécifique pour résoudre le problème de l'entreprise qu'on a identifié lors de l'audit, ça c'est dans le cas où vous le faites vous-même, et vous allez pouvoir aller vous rendre donc dans le rendez-vous numéro 2 pour pouvoir vendre. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur 3 grands points. Finalement, confirmer la situation actuelle avec le client. Ok, donc vous me confirmez que vous avez tel et tel processus, que vous perdez tant de temps à cet endroit-là, qu'il y a de la friction à cet endroit-là, qu'il y a de la répétition à cet endroit-là, et que finalement, vous perdez en efficacité et ça vous empêche d'atteindre votre objectif. D'ailleurs,
on va confirmer la situation désirée, donc l'objectif qu'il souhaite atteindre. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, si vous voulez utiliser l'IA, c'est pour atteindre ça, c'est pour atteindre ça, c'est pour permettre ça, c'est pour obtenir ça, c'est pour gagner ça. Bref, c'est pour atteindre les objectifs, quoi, de manière générale. Et ensuite, on va pouvoir, une fois qu'on a confirmé la situation actuelle et qu'on a confirmé la situation désirée, on va pouvoir placer entre les deux, entre la confirmation actuelle, entre la situation actuelle, pardon, et la situation désirée, on va intégrer donc la présentation de notre système IA. En appuyant sur les 4 grands points, ok, donc on a bien vérifié la faisabilité, on va pouvoir se connecter à vos différents outils, utiliser tel outil IA en particulier, utiliser tel workflow en particulier, très bien, le projet est faisable, on peut vous apporter des résultats. Deuxième chose, ça va prendre tant de temps en termes de développement, ça va prendre tant de temps en termes de déploiement, donc on lui explique la roadmap finalement à laquelle il doit s'attendre si on travaille ensemble. Ensuite, on va lui expliquer que d'un point de vue ROI, retour sur investissement, on va pouvoir économiser tant de pourcentage d'argent, tant de pourcentage de temps, tant d'argent de manière très factuelle. Et ensuite, 4, on va pouvoir lui expliquer donc combien ça coûte en termes de développement, en termes de maintenance, etc., etc. Et donc ici, on va lui présenter 2 choses. Le prix du développement et de l'installation, donc ça comprend la création du workflow, l'intégration du workflow dans ses processus et la formation de celui-ci pour lui ou ses équipes et ou ses équipes d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est donc la mise en place d'un abonnement, donc une facturation récurrente et mensuelle qui va ici comprendre la maintenance, les modifications de ce workflow potentiel et les mises à jour et améliorations constantes de ce workflow. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir préparer le paiement Stripe pour le développement et l'installation, ainsi que la facture de paiement. Ici, on peut fonctionner en plusieurs fois, un acompte de 30%, puis 70% à la livraison, ou 50-50, ou tout au début, ou tout à la fin. Ça, c'est une question de choix, c'est une question de négociation avec le client. Et la deuxième chose qu'on va préparer, c'est le paiement Stripe pour l'abonnement, pour la maintenance, avec également la facture et un contrat. Et d'ailleurs, le contrat vient regrouper et le développement et installation et la mise en place d'un abonnement. Un contrat est très important, ça vous permet de vous protéger vous et ça vous permet de protéger le client quant à ses données, quant à ses identifiants, quant à ses mots de passe et vous quant à votre workflow, votre travail et votre implication de manière générale. Donc on va aller se rendre sur Stripe. Sur Stripe, on a la possibilité d'aller dans l'onglet transactions puis de créer un paiement. Et ici, vous pouvez créer une facture, créer un lien de paiement, créer un paiement sous forme d'abonnement, créer un paiement annuel. Bref, Stripe ici vous offre la possibilité de mettre en place finalement ces 2 éléments qu'il y a juste ici. On va continuer, on va pouvoir, une fois que le client aura accepté, et ici vous allez voir qu'il y a des petites nuances, mais je vais vous l'expliquer juste après, une fois que le client aura accepté finalement l'offre que vous lui avez proposée ainsi que le système IA, il va falloir préparer l'espace d'onboarding. Donc finalement, la collaboration que vous allez mener avec le client. Donc, on va le revoir un jour après, ou alors on va le faire tout de suite sur le tas, ou alors on va le revoir 2 jours après, ou alors on va le faire en distanciel, mais on va lui préparer tout un onboarding client. Cet onboarding client, il comprend 6 éléments. 1, récupérer tous les éléments nécessaires au développement. Quand je parle de tous les éléments, ça peut être les identifiants, les mots de passe des différents comptes auxquels on va devoir se connecter. Ça peut être également de la data, des données de manière générale pour pouvoir configurer finalement l'IA qu'on lui a préparé, le service IA qu'on lui a préparé. Deuxième chose, ça va être d'établir des règles de communication claires pour savoir quand est-ce qu'on peut communiquer avec lui, à qui est-ce qu'on doit s'adresser, où est-ce qu'on doit communiquer sur WhatsApp, sur Slack, par téléphone, par message, peu importe. Est-ce que je vous parle à vous, est-ce que je parle à un responsable informatique ? Ça dépend souvent de la taille de l'entreprise et de leur manière de fonctionner. Ça va également afficher dans cet espace d'onboarding client finalement le développement. Donc on va pouvoir offrir un suivi clair et précis du déploiement donc, de ce service et on va pouvoir finaliser dans cet espace d'onboarding les démarches administratives et financières, donc la signature du contrat, la facture il l'a bien reçue, il a bien fait les paiements, etc. Et tout est à l'intérieur de cet espace d'onboarding. Et ensuite on va pouvoir, une fois qu'on a fait tout ça, démarrer le développement de l'installation, du service IA, pardon. Ici, on va pouvoir donc commencer à faire travailler le développeur avec qui on bosse, avec qui on collabore. Petite nuance, si le client n'est pas dans le secteur de la santé, de la finance, du droit ou de la fonction publique, alors ici,
les normes RGPD, la sécurité des données, pardon, n'est pas un critère pour eux, ce qui facilite largement l'intégration du projet. Par contre, dans le cas où le client est dans un de ces secteurs que je vous ai cités, ou alors qu'il est sensible à la sécurité de ses données, eh bien on va devoir donc faire attention à tout ce qui est RGPD. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complètement entière, dites-le moi dans la description, mais grosso modo, il y a plusieurs cas à faire. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a 3 points de fuite globalement. Il y a la fuite humaine, donc toi en tant que prestataire, c'est pour ça qu'il y a un contrat qui protège le client. Il y a un deuxième point de fuite qui est le LLM que l'on va utiliser. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser Llama ou alors Mistral et utiliser cette intelligence artificielle en local. Donc c'est nous qui allons la fine-tuner, c'est nous qui allons l'installer sur un serveur en particulier pour protéger les données du client. Et il y a un troisième point de fuite qui est le logiciel d'automatisation qu'on va utiliser. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas le choix, ce sera forcément N8N qui est également un logiciel open source que l'on peut prendre et sortir des serveurs de N8N et le mettre nous-mêmes sur un serveur. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça pourra faire l'objet d'une vidéo complète et on en parlera plus en profondeur. Il y a également d'autres petites choses à savoir, d'autres possibilités pour faire tout ça. Mais donc là, on va pouvoir donc donner finalement le cahier des charges complet, dire au développeur que ça y est, on a reçu le paiement, on peut aussi lui le payer, et donc bref, démarrer le développement et le déploiement du service IA. Et donc on va commencer l'intégration chez le client. Ici, selon 1, votre relation avec le client et 2, selon ce que vous avez vendu, il va y avoir plusieurs cas d'usage par rapport à comment on va intégrer l'automatisation chez le client. Il y a grosso modo 4 cas d'usage. Soit vous délivrez juste un template, un fichier JSON, donc vous avez créé votre workflow sur Make ou sur N8N, vous l'exportez de votre compte à vous personnel et ça devient juste un fichier JSON et c'est ce que vous allez donner au client. En revanche, il faut faire attention à ça parce que vendre un bout de fichier, un bout de code, pour le client, ça n'a aucune foutue valeur. Donc, pour éviter ça, pour augmenter la valeur perçue de ce bout de document qui est un bout de code qui ne correspond à rien pour le client, même si au final, il aura correctement son workflow, on est bien d'accord, mais pour le client, c'est comme si vous achetiez un PDF avec plein d'écritures à l'intérieur. Il ne va pas comprendre, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, ce qu'on va faire dans le premier cas d'usage, c'est que là, on est vraiment sur le cas d'usage où je te donne un JSON et tu le fais toi-même, tu intègres toi-même le workflow dans ton compte Make, tu fais bref le truc toi-même, mais je vais te donner plusieurs éléments. Premier élément, je vais te transmettre au client, donc je vais transmettre au client le blueprint à importer dans le logiciel, soit N8N, soit Make. Par contre, je ne vais pas m'arrêter là, je vais également tourner 1 à 3 vidéos, 1 à 3 looms pour expliquer l'automatisation de manière générale, pour qu'ils comprennent les tenants, les aboutissants, comment fonctionne l'automatisation. Je vais ensuite expliquer les fonctionnalités et l'utilisation concrète finalement de ce workflow. Peut-être qu'il y aura une interface, peut-être qu'il y aura des choses à gérer sur un Airtable, sur un questionnaire. Donc il faut absolument tout lui expliquer pour qu'il comprenne tous les cas d'usage et qu'il puisse se servir de manière fonctionnelle finalement du workflow. Et je vais lui expliquer notamment dans une 3e vidéo comment il va pouvoir modifier tel et tel élément et ou améliorer tel et tel élément. Et ensuite, je vais également lui donner un 3e élément qui va être ce que j'ai tourné en vidéo, mais en version texte. Donc on va transformer les vidéos en documents textuels pour encore une fois augmenter la valeur perçue. Et donc, on va lui donner tout un package, un peu comme si vous achetiez un logiciel. Et quand vous achetez le logiciel, vous avez un CD-ROM comme à l'époque, avec un petit guide d'utilisation, avec une petite vidéo. Et vous avez un ensemble de choses qui font que vous avez acheté le logiciel. Et ici, c'est un petit peu la même chose. Il y a un deuxième cas d'usage qui va être de faire créer un compte Make à votre client dans le cas où il n'en a pas. Et grosso modo, c'est exactement la même chose. Simplement, il va devoir créer son compte Make. Et donc, il faut rajouter une vidéo pour lui expliquer comment il va créer ce compte Make. Il y a un 3e cas d'usage. D'ailleurs, je fais une petite chose, excusez-moi, une petite aparté. Ici, ce qu'on peut faire, c'est que c'est le client qui va créer un compte Make. On va lui expliquer comment importer le blueprint à l'intérieur. On va lui expliquer comment créer son compte Make. On va lui donner de la documentation textuelle. Mais il peut nous faire un partage collaboratif. C'est-à-dire qu'il nous invite à utiliser son compte Make de par l'espace de par l'espace collaboratif et en fait on devient un collaborateur à son compte Make. Et donc ça nous permet, nous derrière, de manipuler les différents workflows sur son compte Make à lui. La 3e chose, c'est qu'on va directement se connecter avec les ID du client, donc les identifiants, les mots de passe du client. Donc c'est sur notre compte N8N ou sur nos comptes Make, c'est notre clé API, c'est nos outils qu'on vient utiliser et qu'on vient payer nous-mêmes. C'est juste que le client va nous donner son identifiant et son mot de passe Google pour gérer sa boîte mail, son identifiant et son mot de passe Instagram pour gérer son Instagram
ou par exemple son LinkedIn dans le cas où on automatise la création de contenu. Bref, c'est nos comptes à nous, c'est nous qui payons l'ensemble des choses, mais le client vient juste nous donner les identifiants des différents modules que l'on va devoir connecter dans le workflow. Et ici, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que on va traiter des mots de passe. Et pour mettre le client dans un environnement professionnel et sécurisé, on peut utiliser One Password ou Dashlane qui va donner une impression, et c'est la vérité, qui va donner une impression au client que ces mots de passe sont protégés, sont en sécurité, ils ne sont pas en train de transiter sur des plateformes comme WhatsApp ou comme Discord où on ne sait pas trop ce que les gens font de nos données. Donc on va pouvoir lui mettre un environnement pour qu'il nous partage ces mots de passe sécurisés. Et la deuxième chose à laquelle il faut faire attention ici, c'est la double authentification. Vous savez, quand vous allez vous connecter au compte Gmail de votre client pour connecter votre workflow à celui-ci, c'est pas impossible que le client reçoive un mot de passe en mode quelqu'un tente de se connecter à votre compte Gmail. Et ça, faut qu'il soit au courant, le client. Donc soit vous êtes OK avec le client pour caler un créneau et un moyen de communication lorsque vous agissez sur le workflow, soit il vous autorise complètement comme un compte supplémentaire non soumis à la double authentification. C'est-à-dire que votre adresse mail, votre utilisation est autorisée dans l'outil que vous allez connecter à votre compte Make. Je fais une rapide vue d'ensemble sur ce que je viens de vous expliquer. Vous avez votre compte Make, vous allez connecter les identifiants et les mots de passe de votre client sur vos workflows à vous dans votre compte Make ou N8N. Et ici, il faut faire attention, soit il vous partage les mots de passe. Il vous partage des mots de passe dans One Password et Dashlane et il faut qu'il soit au courant qu'il a potentiellement des doubles authentifications. Et la dernière possibilité pour directement intégrer l'automatisation chez le client, c'est de créer un espace collaboratif dans votre compte N8N, dans votre compte à vous. Et en fait, ici, vous allez sur votre N8N, vous allez dans User, donc dans Setting tout en bas à gauche, vous allez dans User, vous créez un nouveau user. Ce user, vous allez pouvoir donc lui permettre de partager un workflow. Donc vous allez sur votre workflow, ici vous appuyez sur Share et quand vous appuyez sur Share, ici, vous allez choisir le user que vous avez créé. Alors avec les versions d'N8N, on a le droit, je crois, qu'à 3 partages de workflow, ça dépend le plan que vous prenez. Et c'est pareil dans le compte Make. C'est-à-dire que là, vous avez votre compte Make. Ici, pour le compte Make, il faut l'abonnement Team qui est donc à $35. Et donc, vous avez votre propre compte Make et vous allez inviter le client en tant que collaborateur sur votre compte Make et lui-même va pouvoir directement intégrer les mots de passe et les identifiants dans le workflow que vous avez créé sur votre compte Make. J'espère que je suis assez clair, mais grosso modo, vous avez votre compte Make et c'est le client qui rentre dans votre compte Make. C'est exactement l'inverse de cette situation-là en 3. C'est exactement l'inverse. Et là, ça vous permet donc d'avoir le client qui rentre dans votre compte Make. Il n'a pas besoin de vous donner les identifiants. Il les rentre lui-même. Vous le faites avec lui en visio. Ou pareil, vous pouvez donc directement lui donner une vidéo qui va lui expliquer comment intégrer finalement les différents mots de passe et identifiants. Et vous avez grosso modo ces 4 solutions. Je répète. 1, il le fait absolument lui-même, il a déjà son compte Make et il se débrouille pour tout faire. Dans ce cas-là, on lui donne toute une documentation. Alors 2, solution 2, il va se créer un compte Make et il va vous faire rentrer en tant que collaborateur à l'intérieur. Ici, vous lui donnez quand même toutes les documentations et vous lui expliquez comment créer un compte Make. 3, vous allez prendre juste les mots de passe et les identifiants et ce sera sur votre compte à vous. Ou 4, c'est toujours sur votre compte à vous, mais vous lui créez un espace collaboratif pour que le client puisse rentrer dans votre compte à vous. Ok ? Donc là, ça y est, le client, il a l'automatisation qui est dans son espace à lui, qui est dans son environnement de travail à lui et elle va pouvoir être activée. Avant de l'activer et de la livrer et de laisser le client un petit peu partir de manière autonome, entre grosses guillemets, on va devoir appuyer sur certaines choses. Ici, ce qu'on va faire, avant de lui livrer 100%, avant de lui livrer à 100%, ce qu'on va faire, c'est des tests avec le client et de notre côté. On va exécuter un nombre incalculable de fois le workflow qu'on va lui donner pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Donc on va le refaire, on va le faire plusieurs fois avec le workflow complet, on va l'exécuter finalement de manière individuelle, module par module. On va exécuter un nombre incalculable de fois. Et notre objectif ici, c'est essayer de le faire échouer, essayer de capter les bugs, essayer de spotter les bugs, essayer de voir dans quelle mesure il peut y avoir des échecs, des fails dans le workflow. La troisième chose, c'est qu'on va essayer de lui donner des données inattendues. Donc on va
j'en sais rien, si vous automatisez les devis et les facturations, souvent on commence par un formulaire. Sur ce formulaire-là, on met le taux horaire, on met le service qu'on va devoir tarifer sur le devis, on met le nom du client, bref, on met tout plein de données. Bah, ici, vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si dans le champ du nom et du prénom du client à qui on doit faire un devis. Ici, vous mettez le nom de la prestation. Et qu'est-ce qui se passe si du coup, dans le nom de la prestation, vous mettez le nom du client à qui on va faire un devis. Bref, vous essayez de faire tout plein de tests, lui donner un petit peu des choses qui sont inattendues, voir en fait qu'est-ce que le client pourrait faire comme erreur, et vous essayez de tout prévoir comme potentielle erreur qu'il pourrait y avoir sur le workflow que vous allez vendre. Et donc finalement, votre seul et unique objectif, c'est de faire un maximum d'allers-retours, un maximum de tests pour essayer de trouver des problèmes potentiels. Une fois que vous avez fait un maximum de tests, là, vous allez pouvoir dire au client « ça y est, c'est prêt ». Mais on ne lui dit pas « ça y est, c'est prêt », genre « ça y est, tu te débrouilles et salut, ciao mec ». On lui dit « ça y est, c'est prêt, mais j'ai besoin que vous fassiez un maximum de tests par vous-même et que vous me donniez un petit peu votre feedback ». Donc, il va faire ses tests, il va faire ses devis, il va simuler des factures, simuler des devis. Et là, le but, c'est qu'il vous donne un maximum de retours, un maximum de feedback. Et comme ça va vous permettre d'ajuster avant de, cette fois-ci, livrer à 100% l'automatisation. Donc n'hésitez pas à lui dire faites tout ce que vous voulez, faites un maximum de tests, testez le truc en long, en large, en travers, et dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des retours, dites-moi si vous avez des feedbacks afin que je puisse les ajuster. Et comme ça vous évitera de vous retrouver dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois avec un appel du client qui vous demande des ajustements. Vous les avez prévus en amont, ces ajustements. Et pour terminer, une fois qu'on a fait tous les feedbacks, que le client est complètement satisfait, et ben là, on va lui fournir une dernière documentation claire et précise qui décrit l'ensemble des fonctionnalités et l'utilisation de cette automatisation. Comme ça, cette documentation, il va pouvoir la livrer à ses équipes ou lui-même la garder chez lui. Et vous allez pouvoir également, et d'ailleurs c'est ou, former directement l'équipe ou l'entrepreneur à qui vous avez automatisé un de ces processus, vous allez pouvoir directement le former en visio. Donc grosso modo, on a une première étape où on vient auditer le client, une deuxième étape où on vient éditer un cahier des charges pour le donner aux développeurs, ce qui va nous permettre d'étudier la faisabilité, étudier les outils, étudier un petit peu le prix, étudier un peu tout ça. Ensuite, on va rentrer dans la phase de vente où on va expliquer tout ça au client. On va aller le facturer sur l'intégration et sur la maintenance. On va préparer l'espace de paiement, l'espace administratif, l'espace d'onboarding de manière générale pour qu'on puisse communiquer correctement avec le client, pour qu'il puisse suivre l'avancement du projet, pour qu'il puisse voir vraiment les tenants et les aboutissants également d'un point de vue administratif. Une fois qu'il a payé, que tout est onboardé, etc., on commence avec le développeur à bosser sur l'automatisation. Ensuite, on l'intègre dans son processus, dans son entreprise, dans son quotidien. Ensuite, on vérifie un maximum de choses, on vérifie un maximum de bugs, on vérifie un maximum de problèmes. On fait ensuite des tests et des retours et des feedbacks avec le client. On forme l'équipe du client à cette automatisation. Et on a ici tout le processus complet pour onboarder et délivrer un client lorsqu'on a une agence IA. Ce que vous venez de voir ici est mon processus complet pour transformer un prospect en un client délivré et satisfait. Et d'ailleurs, au sein de notre programme chez Le Cercle IAA, ce programme qui a permis de super résultats que vous voyez actuellement défiler à l'écran pour nos clients, eh bien on donne tout clé en main, que ce soit le script à suivre pour mener à bien un audit, que ce soit le cahier des charges à remplir, que ce soit sur la partie technique où on vient vous accompagner, l'espace onboarding, les contrats à éditer pour ses clients, bref, absolument tout. Et j'ouvre cette semaine plusieurs sessions IA pour vous expliquer comment fonctionne l'accompagnement, mais aussi et surtout pour vous offrir un blueprint complet et gratuit sur comment lancer son agence IA, donc du choix de la niche en passant par la stratégie marketing jusqu'au développement de son service IA, et ça vous permet donc de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Le lien pour réserver la session IA est dans la description. Je pense qu'il reste 6 ou 7 places. Et enfin, pour finir, si vous souhaitez récupérer la mind map que je vous ai montrée tout le long de la vidéo, alors vous pouvez venir la récupérer dans mon groupe privé. Le lien est également dans la description. Et c'est aussi là-bas que je fais un live complètement gratuitement tous les dimanches à 20h. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous connaissez la chanson, ça fait marcher l'algorithme. Dites-moi si vous voulez que je développe un point en particulier. Abonnez-vous et tout le tralala. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.